Noah se réincarne un jour en noble, mais il y a un problème majeur. Il suffit de jeter un œil à cet écran de statut, rien d'autre que la déception pure et simple de parents asiatiques. Il est né en tant que 13e prince de la famille royale impériale, et l'empereur est très intéressé de voir son nouveau petit garçon. Il est informé que l'affinité magique la plus élevée de Noah est avec l'eau, il décide donc de lui offrir un fief près de l'eau comme premier cadeau d'anniversaire. Dès qu'il dit cela, Noah remarque que quelque chose apparaît à côté de sa magie de l'eau de rang E. L'empereur demande alors à voir l'écran de statut de Noah, et Noah est un peu inquiet, car avec un tel bulletin, il finirait certainement par être jeté à la poubelle, mais miraculeusement, lorsque son écran de statut s'affiche, sa statistique de magie de l'eau est passée du rang E au double rang S. Tout le reste est toujours un solide F, mais qui s'en soucie? Un bébé possède la statistique de magie de l'eau la plus élevée qu'ils aient jamais vue, et cela indique clairement qu'il deviendra un génie de la magie de l'eau à l'avenir, alors l'empereur prend Noah en affection. La raison pour laquelle sa magie de l'eau est de rang SS est due au fief que son père lui a accordé à sa naissance, bien que sur son écran de statut personnel, elle apparaisse toujours comme un E plus S. Les autres augmentations de ses statistiques proviennent de ses servantes, et il ne sait toujours pas pourquoi, mais il semble que plus il a de serviteurs, plus il devient fort. Quant à son niveau, il n'est encore que de 1, mais il peut apparemment être augmenté à l'infini, donc il finira forcément par devenir surpuissant, mais pour l'instant, il est encore assez faible. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, l'une de ses servantes, Evelyne, vient l'informer que ses frères, plus précisément le premier et le 4e prince, sont venus le voir. Normalement, recevoir la visite de ses frères serait une bonne chose, mais au cours des 6 dernières années, Noah a appris que ces deux-là sont de véritables crétins, il doit donc être très prudent lorsqu'il a affaire à eux. Il se rend dans le salon pour rencontrer ses frères et, après les salutations d'usage, le premier prince annonce qu'il a apporté un cadeau pour Albert. Il demande alors à son serviteur d'apporter le cadeau et, dès que Albert voit l'épée, il comprend immédiatement qu'elle est maudite. Il peut littéralement voir les âmes tourmentées des morts qui l'entourent, et Albert sait très bien que cette épée est hantée, mais il fait semblant de croire qu'il s'agit d'un cadeau normal. Noah ne peut en aucun cas refuser un cadeau du prince héritier, il est donc obligé de l'accepter même s'il sait que cela ne se terminera probablement pas bien. Il saisit la poignée et la soulève tandis qu'Albert explique avec désinvolture qu'il s'agit d'une épée magique d'eau et que plus de 120 chevaliers sont morts en essayant de l'utiliser. Noah est surpris d'entendre cela, alors il relâche son emprise sur l'épée, mais le 4e prince lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car jusqu'à présent, tous ceux qui n'étaient pas dignes de l'épée sont morts au moment où ils l'ont prise, donc si la malédiction devait l'affecter, il serait déjà mort alors qu'il est. La raison pour laquelle Noah est immunisé contre la malédiction est probablement due à son double attribut de magie de l'OS, et il est plutôt rassurant d'apprendre qu'il ne risque pas de mourir à cause de cette chose, mais Noah est toujours furieux qu'Albert ait risqué sa vie pour une expérience stupide. Il ne peut pas le dire à voix haute, alors il attend simplement qu'Albert se lève et parte de lui-même pour pouvoir avoir un peu de paix et de tranquillité. Plus tard dans la journée, Noah marche dans les couloirs avec l'une de ses servantes, Zoé, et il remarque qu'elle semble malheureuse, alors il lui demande si quelque chose ne va pas. Zoé ne veut pas déranger Noah en lui parlant de ses problèmes, alors elle répond qu'elle va bien, mais Noah est certain que ce n'est pas le cas, alors il lui ordonne de lui dire immédiatement quel est le problème. Zoé s'exécute et dit à Noah qu'elle souhaite en fait prendre un congé pour régler des affaires familiales. Noah lui demande de quelles affaires familiales il s'agit, et elle lui explique que sa ville natale a récemment été inondée et que la ferme de sa mère a été emportée par les eaux, de sorte qu'elle n'a actuellement aucun moyen de subvenir à ses besoins. Zoé a demandé conseil sur la manière dont elle pourrait réunir suffisamment d'argent pour reconstruire la ferme, et on lui a répondu que la seule solution serait de travailler pendant un certain temps dans le quartier rouge, ce qu'elle avait l'intention de faire pendant son congé, mais Noah ne l'entend pas de cette oreille. Il lui dit qu'il va donner un travail à sa mère, après tout, il avait l'intention d'embaucher un professionnel pour fermer les portes arrière, et comme elle lui a été recommandée, il la paiera 10 renés par mois. Zoé demande à Noah s'il est sûr de son choix, car 10 renés est un salaire bien supérieur à la moyenne, et elle n'a jamais entendu parler d'un travail consistant à fermer les portes arrière, mais c'est parce que Noah vient de l'inventer. Il veut aider Zoé, et c'est son argent de toute façon, alors qui va l'en empêcher? Il lui dit également qu'il possède une vieille maison à la périphérie de la ville, et qu'elle et sa mère peuvent y séjourner afin de ne pas avoir à se soucier du loyer. Zoé lui a été fidèle toute sa vie, il est donc hors de question qu'il la laisse vendre son corps dans le quartier rouge à cause d'une inondation. Mais en parlant d'inondation, Noah a encore une chose à faire. Il appelle son majordome, Dylan, et lui ordonne de prendre des dispositions pour acheter autant de terres que possible qui ont été endommagées par l'inondation. Dylan et Zoé sont tous deux choqués d'entendre cela, mais Noé leur explique qu'il y aura forcément des escrocs qui tenteront d'arnaquer toutes les personnes innocentes qui viennent de perdre leurs moyens de subsistance, et qu'il veut donc les protéger avant que cela ne se produise. Dylan reste sans voix, car il n'arrive pas à croire que Noé ait pu prédire les conséquences aussi longtemps à l'avance, alors qu'il n'a que 6 ans et très peu d'expérience. Noah a souvent été confronté à ce genre de situation dans sa vie passée, mais il ne peut pas leur en parler,
Alors il passe à autre chose sans donner d'explication. Dylan est plus qu'heureux d'aider Noah à acquérir les terres, mais il demande comment ils vont trouver les fonds nécessaires, car selon ses estimations approximatives, cela coûterait environ 700 000 renés. Zoé est choquée lorsqu'elle entend ce chiffre, et Noah ne lui en veut pas, car c'est pratiquement une petite fortune. Ici, dans la capitale, un adulte gagne en moyenne 120 renés par an, ce qui suffit pour subvenir aux besoins d'une famille, acheter une maison et bien se nourrir. La famille de Noah est évidemment plus riche que la moyenne, mais même ainsi, il ne dispose que d'environ 500 000 renés, et il doit donc trouver un moyen de réunir rapidement 200 000 renés supplémentaires. Il n'a pas beaucoup d'options, alors il décide de vendre le fief qu'il possède, mais Dylan lui dit qu'il ne peut pas faire cela. Cette terre était un cadeau de l'empereur, et la vendre sans autorisation serait un crime contre la famille impériale. Noah en est conscient, mais il veut quand même le faire car il n'a pas d'autre choix, et il est prêt à accepter la punition que son père décidera de lui infliger. Le lendemain, Noah et ses serviteurs sont occupés à se préparer à se rendre dans les terres inondées lorsqu'il reçoit la visite inattendue du 4e prince, Henri. Albert est peut-être un crétin, mais Henri est en fait plutôt sympa une fois qu'on apprend à le connaître, et il se soucie sincèrement de Noah. Il est donc venu l'avertir que l'épée qu'Albert lui a donnée a une volonté propre, et que même s'il est immunisé contre la malédiction, il devra tout de même gagner sa reconnaissance avant de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Noah prend son conseil à cœur et, peu après, il part pour le village de Dasso. À son arrivée, il découvre que le terme « dégâts causés par les inondations » est un euphémisme pour décrire ce qui s'est passé ici, car on dirait que Kratos et Poséidon se sont battus à coups de poing. À première vue, Noah se rend compte que la plupart des propriétaires ont dû perdre leurs documents dans les inondations. Il ordonne donc à Dylan de se rendre au bureau du gouvernement et de trouver toutes les copies qu'il peut afin de faciliter l'achat. Pendant ce temps, Noah décide de se rendre sur place en personne pour voir comment les gens se portent après l'inondation. Zoé tente de l'en empêcher, car la reconnaissance n'est pas une tâche qui incombe à un prince, mais il lui répond qu'il y ira qu'elle le veuille ou non, et qu'elle peut soit l'accompagner, soit attendre dans la calèche jusqu'à son retour. Zoé accepte à contre-cœur d'accompagner Noah pour enquêter, et la situation est aussi grave qu'elle en a l'air, toutes les récoltes ont été complètement détruites, il n'y a donc aucune chance qu'il y ait une récolte cette année, et sans récolte, les villageois ne pourront pas survivre. À ce moment-là, Noah entend une cloche sonner et remarque que tous les villageois ont commencé à se rassembler sur ce qui était autrefois la place du village. Zoé suppose qu'il s'agit d'une distribution de nourriture, car l'Empire fournit des fonds de secours à toutes les régions touchées par des catastrophes naturelles comme celle-ci. Noah trouve que c'est une bonne chose que le système d'aide aux sinistrés de cette région fonctionne comme prévu, et il se rend auprès des villageois pour partager leur repas, mais dès qu'il goûte la nourriture, il retire tout ce qu'il venait de dire de positif sur cet endroit. Il a déjà goûté de la nourriture britannique moins déprimante que cette triste excuse de bouillon, et il est presque sûr que les légumes utilisés ici étaient pourris. L'un des villageois entend Noah se plaindre de la nourriture et, ignorant l'identité de Noah en tant que prince, il suppose qu'il doit être une autre victime malheureuse de l'inondation. Il dit à Noah que la nourriture est toujours comme ça et que même s'ils se plaignent, rien n'est fait à ce sujet, car les personnes qui préparent la nourriture se moquent éperdument de choses stupides comme la santé ou l'intoxication alimentaire. À ce moment-là, Noah entend une annonce concernant une inspection, alors il demande à Zoé de quoi il s'agit, et elle lui explique que le représentant du gouvernement local, Lord Gérald, est venu inspecter la qualité de la nourriture. Gérald s'approche de la marmite contenant le mystérieux ragoût et trouve que cela a l'air immangeable, mais comme ce n'est pas lui qui doit le manger, il s'en moque. Il demande au chef de lui préparer un vrai repas à la maison, ce que celui-ci accepte volontiers, car ils ont conclu un accord. Cependant, Noah refuse de laisser un comportement aussi cruel impuni. Il confronte Gérald et lui demande s'il autorise la distribution de nourriture de si mauvaise qualité parce qu'il empoche le reste du budget alimentaire pour lui-même. Gérald, pensant que Noah n'est qu'un paysan sans pouvoir, admet ouvertement qu'il détourne le budget alimentaire, car il pense que Noah ne peut rien y faire. Entendre Gérald se vanter de voler les survivants affamés du déluge fait bouillir le sang de Noah, à tel point que l'épée maudite commence à réagir. Gérald en a assez d'écouter les propos irrespectueux de cet enfant inconnu, il sort donc son épée et se prépare à le tuer, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'épée Léviathan s'envole de son étui et arrive à côté de Noah. La forte volonté et le sens de la justice de Noah ont suffi pour que l'épée le reconnaisse comme un digne porteur. Maintenant qu'il est capable d'utiliser son pouvoir, il tranche sans effort la tête de Gérald pour avoir détourné des fonds et menacé un prince royal. Peu après, Lord Rowan, le patron de Gérald, arrive, et les gardes tentent de le convaincre d'arrêter Noah pour avoir tué Gérald, mais dès que Rowan voit Noah, il le reconnaît immédiatement comme le 13e prince et s'agenouille pour lui témoigner son respect. Noah dit à Rowan qu'ils doivent avoir une longue discussion au sujet de la situation, ce qui est une façon polie de dire que Rowan est dans de beaux draps pour avoir laissé Gérald s'en tirer ainsi pendant si longtemps. Il dit qu'il a déjà puni Gérald, mais que les complices qui l'ont aidé à voler ses fonds sont toujours là-bas,
et il attend donc de Rowan qu'il s'occupe d'eux de manière appropriée. En attendant, Noah lui ordonne de faire préparer un repas décent pour les gens ici. Plus tard, après que Noah a finalisé l'achat du village, Albert reçoit un rapport sur ce que Noah a fait, et il est surpris que son frère ait pu utiliser l'épée sans subir d'inconvénients, mais il a encore d'autres projets pour lui à l'avenir. Pendant ce temps, Noah est convoqué à une réunion avec son père pour s'expliquer. Il s'attendait à être réprimandé pour avoir vendu ses terres afin d'acheter un village endommagé par les inondations, mais à sa grande surprise, l'empereur le remercie. Si Noah n'avait pas fait ce qu'il a fait, les dommages subis par ces personnes auraient été bien plus importants. Il voit clairement que Noah est un jeune homme compétent, alors il lui demande de continuer à servir l'Empire de toutes ses forces, ce que Noah accepte avec joie. Peu de temps après, nous voyons Noah rendre visite à la ville de Myre, et il est là parce qu'il a entendu dire qu'une chanteuse talentueuse se produit. Alors que le spectacle commence, Noah est captivé par la belle voix de la jeune fille, et il apprécie vraiment sa performance. Mais soudainement, un groupe de voyous fait irruption dans le théâtre et se met immédiatement à crier après la jeune fille. Apparemment, le père de la jeune fille leur doit beaucoup d'argent, c'est pourquoi elle travaille comme chanteuse ici pour le rembourser. Mais les voyous ne pensent pas qu'elle sera capable de gagner assez d'argent pour les rembourser de cette façon, alors ils la menacent et lui crient d'aller travailler dans le quartier rouge. Tout le monde voit cela se produire, mais ils ont tous trop peur pour intervenir et faire quelque chose, alors Noah décide de prendre les choses en main avant que la situation ne s'aggrave. Il sort sur scène et cite la loi dans la Constitution impériale qui interdit spécifiquement de forcer les enfants à payer les dettes de leurs parents, donc ce qu'ils font est illégal. Les voyous disent à Noah de s'occuper de ses affaires et le menacent de lui donner une leçon s'il ne se retire pas. Mais Noah invoque simplement son épée et leur tire des coups d'avertissement. Maintenant, ils savent que Noah n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser, alors ils se retirent tous, mais il crie encore qu'il paiera pour cela la prochaine fois qu'ils le verront. Une fois les voyous partis, Noah demande à sa servante de remettre une carte de visite au propriétaire de ce théâtre et lui dit que si ces voyous reviennent, il devrait leur dire que la jeune fille est sous sa protection. Le propriétaire jette un coup d'œil à la carte et reste sans voix en réalisant que Noah est le 13e prince. Il se tourne ensuite vers la jeune fille et lui demande combien coûtent ses dépenses mensuelles. Elle hésite à répondre car elle dépense beaucoup d'argent pour s'occuper de sa mère malade, mais Noah lui dit soudainement qu'il est prêt à lui payer 25 reines pour qu'elle puisse se concentrer sur le chant sans avoir à se soucier de l'argent, et elle n'a pas non plus à s'inquiéter de le rembourser, mais pour l'instant, il aimerait qu'elle termine sa performance. Après être rentré chez lui, Noah est accueilli par sa servante en chef, et il est heureux d'être de retour à la maison. Mais il y a un groupe de personnes qui s'inclinent devant la porte, et il ne sait pas de quoi il s'agit. La servante explique que ces personnes sont des prêteurs sur gage et qu'elles ont dit être là pour s'excuser auprès de lui pour ce qu'elles ont fait puisqu'elles n'avaient pas réalisé que Noah était un prince. Mais Noah dit à sa servante de les renvoyer parce qu'il n'est pas quelqu'un à qui ils peuvent parler chaque fois qu'ils le souhaitent. Juste à ce moment, Henri arrive et il a tout entendu, alors il dit à Noah qu'il a fait un choix intelligent parce que s'il accordait une audience à des voyous comme eux, cela nuirait à la réputation de la famille royale. Noah est d'accord que ce serait mauvais pour leur réputation d'accueillir des gens comme ça, mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle il a choisi de les ignorer. Il explique qu'il y a en fait une chanteuse qu'il veut soutenir, et il a pensé que s'il laissait les voyous penser qu'il était encore en colère, alors il n'embêterait plus la jeune fille. Henri est surpris que Noah soit prêt à aller si loin pour une chanteuse, mais il est tout aussi surpris par le fait qu'il ait pu penser si loin à l'avance. Ses autres frères, comme Frank et Gary, ont à peu près son âge, mais ils ne seraient jamais capables de concevoir un plan aussi bien pensé sur le moment, bien que ce ne soit pas non plus attendu d'eux, puisqu'ils sont encore des enfants. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Henri est venu aujourd'hui est qu'il veut discuter de l'épée. Et sur ce point, Noah le remercie pour l'avertissement qu'il a donné la dernière fois concernant le fait que l'épée a une volonté propre parce que cela l'a vraiment aidé. Henri est heureux de l'entendre, mais il se demande comment Noah la transporte puisque l'épée serait normalement trop grande et peu pratique pour un enfant de sa taille à porter. Mais Noah dit que ce n'est pas vraiment un problème puisqu'il peut faire ça. Henri est choqué lorsqu'il voit l'épée de Noah apparaître de nulle part, alors il lui demande comment il a fait. Noah explique qu'il réduit simplement son épée et la cache dans sa manche. L'épée est un trésor national depuis des siècles à ce stade, mais personne n'a jamais été proche de faire quelque chose comme ça avec, et Henri prend cela comme un signe du talent naturel de Noah. Plus tard dans la soirée, Noah raccompagne Henri à la porte d'entrée pour qu'il puisse rentrer chez lui, et c'est alors qu'il remarque que les voyous de tout à l'heure sont toujours là à supplier pardon, mais il ne s'en soucie pas particulièrement. Un des voyous est vraiment agacé par le fait que Noah continue de l'ignorer, alors il se lève et le menace de le tuer, mais Noah le fait facilement tomber à terre sans bouger un muscle. Henri lui demande ce qu'il vient de faire, alors il explique qu'il vient de libérer un peu du pouvoir de Léviathan pour calmer l'homme, et cela indique un contrôle incroyable, mais à ce stade, Henri n'est plus surpris. Ce même soir, Noah décide de se rendre en ville pour un événement, et à son arrivée, il est accueilli par l'hôte, Redok. Alors qu'ils entrent dans la salle du banquet, Redok remarque l'épée à la taille de Noah,
et elle a l'air plutôt spéciale, alors il l'interroge à son sujet. Noah explique que c'était un cadeau de son frère, la grande épée, Léviathan, et ils sont tous stupéfaits de réaliser que Noah possède un trésor national. Quelques-unes des personnes présentes ne peuvent pas croire qu'un enfant posséderait un trésor national, même s'il est prince, et par quelques personnes, je veux dire ce type particulier à l'arrière, qui dit ouvertement que l'épée est probablement une réplique jouet. Noah refuse de laisser un tel manque de respect impuni, alors il libère un peu du pouvoir de son épée pour prouver que c'est l'original, mais il finit par aller un peu trop loin, faisant presque s'évanouir tous les présents à cause de l'énergie écrasante. Il finit par mettre fin à sa démonstration de pouvoir, et tout le monde est visiblement secoué. Mais pour arranger les choses, Redok parle de l'incroyable capacité de Noah à manier une telle arme, et tout le monde suit parce qu'ils ne veulent pas encourir sa colère. En vérité, Noah n'était pas si en colère à ce sujet, mais l'épée l'était, c'est pourquoi elle a agi en son nom. L'autre demande à Noah ce qu'il compte faire de l'homme qu'il a manqué de respect, et normalement, une situation comme celle-ci appellerait une punition sérieuse, mais Noah décide de laisser couler parce que ce n'est pas si grave. La fête se poursuit comme prévu par la suite, et tous les nobles approchent Noah les uns après les autres pour se présenter. Les suivants sont Byron Allen, le chef de la compagnie Allen, et sa fille Cindy. Après les avoir regardés, Noah déduit que Cindy doit être adoptée, et Byron est surpris de l'entendre dire cela, mais Noah a en effet raison sur le fait qu'elle est adoptée. Il demande comment Noah a pu savoir que Cindy est adoptée, alors il explique qu'il a remarqué que Byron se comporte avec la retenue d'un noble né dans la haute société, tandis que Cindy se comporte comme quelqu'un qui apprend encore les ficelles. De plus, il peut dire qu'elle était autrefois une esclave par la façon dont elle l'a regardé quand il a dit qu'elle était adoptée. Byron commence à s'excuser de ne pas avoir expliqué plus tôt et précise qu'il a effectivement acheté Cindy à l'origine comme son esclave, mais elle est intelligente et apprend rapidement, alors il a pensé qu'il valait mieux l'éduquer comme sa fille pour qu'elle puisse un jour hériter de son entreprise. Il suppose que Noah doit détester l'idée qu'un noble adopte une esclave comme sa fille, mais au contraire, Noah approuve grandement la décision de Byron. Il dit à Byron que lui et sa fille sont les bienvenus pour visiter son manoir à tout moment parce qu'il aimerait en savoir plus sur leur vie. Le lendemain, Noah se rend au marché pour jeter un coup d'œil aux alentours, et pendant qu'il est là, il tombe sur l'un de ses frères, le 8e prince, Oscar. Il demande ce que Noah fait ici tout seul, alors il explique qu'il se promenait pour s'amuser. Oscar ne voit pas ce qui est si amusant dans une promenade, mais puisque Noah n'est pas occupé pour l'instant, il lui demande s'il aimerait se joindre à lui pour une petite chasse au trésor. Cela attire l'attention de Noah, alors il accepte de se joindre à lui, et Oscar l'emmène à Cobalt Street. Cet endroit est connu pour les innombrables artefacts qui y sont vendus, mais il y a aussi un bon nombre de contrefaçons, c'est pourquoi trouver des artefacts authentiques est vraiment difficile. Noah et Oscar passent l'après-midi à chercher sur le marché des artefacts décents, mais peu importe à quel point Oscar cherche, il ne trouve rien de bon. Il est prêt à abandonner et à rentrer chez lui, mais soudainement, Noah repère un livre qui attire son attention. Il propose immédiatement de l'acheter, alors le propriétaire de l'étal dit qu'il doit payer 3 rennes. Après avoir payé, Oscar vient demander à Noah s'il y a quelque chose de spécial avec le livre, mais dès qu'il pose les yeux dessus, il réalise que le livre est le grimoire du sorcier légendaire Andrea, et quelque chose d'aussi précieux vaudrait normalement des milliers de rennes, donc le propriétaire de l'étal vient de perdre son fonds de retraite sans le savoir. Oscar demande comment Noah savait que c'était un grimoire puisque très peu de gens savent à quoi il ressemble réellement, mais en vérité, Noah n'avait aucune idée que c'était un grimoire au départ. Il a juste vu l'une de ses stats augmenter quand il l'a touché, alors il voulait l'acheter pour le boost de stats. Mais maintenant qu'il y pense, si cette chose augmente les stats, alors cela doit être similaire à son épée, ce qui voudrait dire qu'elle a une conscience propre. Pour tester sa théorie, Noah pointe Léviathan vers le livre, et soudainement, une énergie sombre commence à en jaillir alors qu'un esprit malveillant émerge. Oscar réalise maintenant que le grimoire devait avoir l'âme du sorcier scellée à l'intérieur, et maintenant qu'il est devenu un esprit vengeur, il va attaquer tout ce qui est à portée. Il avertit Noah de reculer, mais il sait exactement comment gérer cette chose, alors il lève son épée et frappe avec une attaque d'eau à pleine puissance. En conséquence, l'esprit est complètement détruit, et Oscar est content que la situation ait été gérée, mais il craint que quelqu'un ait pu être blessé pendant le chaos. Cependant, Noah lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour cela puisqu'il a veillé à diriger son attaque vers le ciel. C'est impressionnant que Noah ait pu prendre la meilleure décision avec si peu de temps pour réfléchir, mais Oscar est plus étonné par le fait qu'il ait vaincu l'esprit d'un sorcier légendaire en un seul coup. Juste à ce moment, un propriétaire de boutique locale nommé Alan approche les deux et dit qu'il a une proposition pour eux. Il explique qu'il a un artefact qu'il n'a pas pu utiliser pendant un moment maintenant, mais après avoir vu la démonstration de force de Noah, il pense qu'il pourrait être capable de le réveiller. Noah est intrigué, alors lui et Oscar suivent Alan jusqu'à sa boutique où on leur présente une bague spéciale. Pour la plupart des gens, elle ne fait rien, mais selon les rumeurs, elle s'éveillera quand quelqu'un de digne la mettra. Cela ressemble à une arnaque classique,
mais Noah n'a rien à perdre, alors il décide d'essayer, et à sa surprise, la bague réagit à lui et finit par former une puissante armure autour de lui. Noah décide de prendre la bague puisqu'elle a une myriade de capacités défensives, et sur le chemin du retour, il a une opportunité inattendue de la tester lorsque le prêteur sur gage de tout à l'heure essaie de l'attaquer pour se venger. La bague crée automatiquement un bouclier pour défendre Noah, et le type est projeté au sol, donc il ne sera plus un problème maintenant. Noah se rend plus tard à l'une des performances de la chanteuse, et après avoir attaqué un noble, ce prêteur sur gage est condamné, donc la chanteuse n'a plus à s'inquiéter à son sujet. Mais il s'avère qu'il n'était pas le seul fauteur de troubles parce que, après que la chanteuse a terminé sa performance, deux hommes ivres montent sur scène et essaient de flirter avec elle. Noah intervient et les chasse, mais il en a assez des ennuis constants ici, alors il demande au propriétaire d'arrêter d'accepter des clients comme eux. Le propriétaire est d'accord que c'est un peu un problème, mais ce sont les seuls clients qu'il a, donc il ne peut pas se permettre de rester en affaires sans eux. Dans ce cas, Noah propose d'acheter l'entreprise carrément et offre au propriétaire un énorme sac de pièces. La chanteuse approche Noah pour le remercier de l'avoir protégé, et elle ne sait pas comment elle pourrait jamais le rembourser, mais Noah dit que tout ce qu'il veut, c'est l'entendre chanter, alors il lui demande de jouer une chanson de plus pour lui. Un matin, Noah se prépare pour la journée lorsqu'il reçoit la nouvelle que Marley mort, le général de Holjoie, est là pour lui rendre visite. Holjoie est l'une des terres les plus prometteuses du fief de Noah, donc il accepte de rencontrer Marley et dit à ses servantes de le faire entrer. Marley le salue dans la salle de réunion, mais Noah lui dit qu'il n'y a pas besoin de formalité et demande à Marley de s'asseoir. Marley et Noah se sont rencontrés pour la première fois il y a 1 an et demi, environ lorsque Marley a été nommé général de Holjoie, et en parlant de cela, Noah lui demande comment ça se passe. Il se souvient que Marley a reçu un ordre impérial pour gérer le contrôle des inondations de la région, mais à voir son expression, il peut dire que les choses ne se passent pas bien de ce côté. Holjoie est une riche terre agricole céréalière qui longe une rivière courbe, mais cela la rend sujette à des inondations occasionnelles, c'est pourquoi l'empereur a ordonné que des fonds soient fournis pour les secours en cas de catastrophe. Marley explique qu'il n'a pas pu apporter de changements significatifs, et la raison principale est que le ministre des Finances ne cesse de trouver des excuses pour éviter de disperser les fonds nécessaires. Noah est incroyablement mécontent lorsqu'il entend cela, car cela ressemble à un cas flagrant de détournement de fonds publics, alors il demande à Marley de l'accompagner car ils vont rendre une petite visite au ministre. Peu de temps après, Noah rend visite au ministre des Finances pendant le déjeuner, et le ministre est aussi gras et huileux que Noah s'y attendait. Le ministre essaie d'abord de le flatter, mais Noah va droit au but et lui demande pourquoi il n'a pas donné à Marley les fonds nécessaires pour gérer les inondations à Holjoie. Le ministre reste calme et dit à Noah qu'il a une très bonne raison pour cela, mais Noah l'interrompt et lui dit qu'il ferait mieux de ne pas le prendre pour un enfant. Après tout, rabaisser un prince est une offense passible d'exécution. Le ministre commence maintenant à devenir un peu nerveux, alors il explique rapidement que lors de l'inondation de l'année dernière, l'empereur a généreusement accordé à Holjoie une exemption fiscale, donc il pensait qu'il serait juste que Holjoie utilise l'argent qu'ils ont économisé pour réparer les inondations cette année. C'est la déclaration la plus absurde que Noah ait entendue au cours de ses 6 courtes années de vie dans ce monde, alors il demande au ministre s'il le prend pour un imbécile ou quoi. Il est clair que l'exemption a été accordée parce que Holjoie n'avait pas d'argent pour payer des taxes l'année dernière, donc pour le ministre de parler comme si Holjoie avait encore cet argent est une insulte à l'intelligence de Noah. Le ministre réalise qu'il est dans une situation délicate maintenant, alors il pense frénétiquement à une autre excuse et dit ensuite à Noah que la raison pour laquelle il ne peut pas remettre l'argent pour les inondations est qu'il en a besoin pour l'empereur. Il pense qu'en utilisant le nom de l'empereur, Noah ne pourra plus lui tenir tête, mais son excuse est que l'empereur devient assez vieux, donc il veut lui construire une villa royale, et c'est trop pour Noah. Il dit au ministre qu'il vient de commettre un crime grave car non seulement il a appelé l'empereur un vieil homme, mais il a aussi utilisé son nom comme un moyen de couvrir son stratagème, et pour couronner le tout, son excuse était aussi stupide que, il y a un territoire qui inonde, mais j'ai besoin de l'argent pour construire une villa. Le ministre commence à supplier pardon car il réalise à quel point il vient de gâcher les choses, mais Noah lui dit que s'il ne veut pas que l'empereur entende parler de cela, alors il ferait mieux de remettre les fonds immédiatement. Le ministre s'enfuit en panique pour faire ce que Noah a demandé, et il semble que l'affaire ait été officiellement résolue, donc Marley remercie Noah pour son aide. Il s'excuse aussi d'avoir impliqué Noah dans une situation comme celle-ci, mais il n'avait pas d'autre choix puisqu'il n'aurait pas pu gérer le Premier ministre tout seul. Alors que Noah se prépare à rentrer chez lui, il reçoit soudain un message disant que l'empereur veut avoir une réunion avec lui. Noah est surpris car il est rare que son père le convoque sans raison, mais cela doit être important, donc Noah laisse tout tomber et se rend au château de son père. À son arrivée, Noah salue l'empereur, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'être si formel avec lui. Tout d'abord, il veut féliciter Noah pour avoir si bien géré le ministre des Finances. Noah est surpris que l'empereur soit déjà au courant alors que cela vient littéralement de se produire il y a quelques minutes,
Mais on lui dit que l'information est l'une des armes les plus puissantes que l'on puisse manier, et en tant qu'empereur, son réseau d'information est inégalé. Noah apprécie les éloges de son père, mais il lui dit qu'il faisait seulement ce qu'il pensait être juste. Même ainsi, l'empereur est impressionné que Noah puisse voir à travers la tromperie aussi facilement alors qu'il n'a que 6 ans. Il a aussi entendu comment Noah a maîtrisé le pouvoir de Léviathan en si peu de temps, et c'est vraiment un exploit remarquable compte tenu de la nature sombre de l'épée. Noah est bien conscient de la noirceur de Léviathan, car elle aurait certainement tué toutes ces personnes à la fête s'il ne l'avait pas arrêté, mais même si l'épée est puissante, Noah n'a pas vraiment appris à manier correctement une épée, c'est pourquoi l'empereur lui a préparé un instructeur. C'est Damian Noble, et il est le plus grand épéiste de l'Empire que personne n'a pu vaincre, et l'empereur veut que Noah apprenne autant qu'il peut de lui. Noah accepte l'arrangement, mais avant que des leçons formelles ne commencent, Damian dit qu'il aimerait avoir un duel amical avec Noah. L'empereur ne pense pas que ce serait juste puisque Noah ne sait pas se battre avec une épée, mais Damian l'assure que ce ne sera qu'un simple test pour voir le potentiel que Noah possède. L'empereur finit par accepter le duel, donc Damian lève son épée et dit à Noah de l'attaquer comme il veut, donc Noah saisit Léviathan et charge vers Damian. Pendant qu'il se bat, Noah peut sentir les souvenirs et les compétences de l'ancien utilisateur de Léviathan s'écouler en lui, donc son jeu d'épée devient plus précis de minute en minute. Lui et Damian finissent par croiser le fer, et juste quand Damian pense qu'il a l'avantage, Noah fait un mouvement vers le haut avec son épée, désarmant le plus grand épéiste de l'Empire et laissant Damian et l'empereur sans voix. Noah possède les compétences d'un maître d'épée, donc il n'y a plus rien à lui enseigner. L'empereur est stupéfait par le fait que le plus grand épéiste vient de perdre contre son fils de 6 ans. Il est toujours très fier de son garçon d'avoir accompli quelque chose de si grand. En récompense, il propose de faire de Noah le responsable de l'examen de sélection des chevaliers de cette année, et Noah est grandement honoré par cette opportunité. L'examen de sélection des chevaliers est un événement annuel impliquant des participants du monde entier. Au sein de l'Empire, la puissance militaire est incroyablement importante. Les combattants gagnent leur préliminaire régional, puis se rassemblent tous dans la capitale pour une bataille finale, et celui qui sort victorieux obtient le titre de chevalier. Le premier travail d'un chevalier nouvellement nommé est de devenir le subordonné du juge en chef du tournoi, et chaque fois que Noah gagne un subordonné talentueux, ses statistiques augmentent, donc il est excité de voir ce qui se passe. Le jugement se fait habituellement soit par round robin soit par élimination, mais Noah a quelque chose de différent en tête pour le tournoi de cette année, donc il demande la permission d'annuler les préliminaires régionales et de tenir tout le tournoi dans la capitale. Sa raison est qu'il aimerait voir tous les combats en personne, et il ne voudrait pas que des candidats forts soient exclus pour des raisons arbitraires parce qu'il n'est pas là pour l'arrêter. L'empereur lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, donc Noah avance avec son plan. De retour à la maison, Noah demande à Zoé si son village natal envoie jamais des concurrents pour l'examen de sélection des chevaliers. Elle confirme cela, mais ajoute que son village n'envoie habituellement qu'une personne en espérant qu'elle se fasse un nom au nom du village. Noah l'informe qu'il a décidé de supprimer les préliminaires régionales, donc son village est libre d'envoyer autant de candidats qu'il le souhaite, et Zoé est heureuse de l'entendre, mais elle dit à Noah qu'il y a encore un gros problème. Une partie de la raison pour laquelle son village n'envoie qu'un seul candidat est qu'ils ne peuvent pas se permettre les frais de voyage et d'hébergement nécessaires pour rester dans la capitale pendant la durée du test. Tout le village doit essentiellement rassembler son argent pour financer un seul candidat, donc en envoyer plus n'est pas vraiment possible pour eux. Cependant, Noah ne veut pas que des personnes talentueuses soient retenues par un manque de finances, donc il décide qu'il va couvrir les frais de voyage et d'hébergement pour tous les candidats cette année. C'est certainement une merveilleuse idée, mais payer l'hébergement pour tant de personnes coûterait une somme astronomique, et ils n'ont pas ce genre d'argent à gaspiller. Cependant, Noah a déjà un plan en tête. Il dit qu'il va acheter tous les bâtiments vacants de la région pour loger les candidats, et si cela ne suffit pas, alors il fera construire une auberge pour les accueillir. De cette façon, l'argent dépensé aura toujours de la valeur même après la fin du tournoi. Pour la nourriture, il prévoit de consulter tous les marchands avec qui il a des connexions pour trouver la meilleure offre. Il finit par appeler une réunion avec Byron et demande un coût estimé pour son plan. Cependant, quand Byron fournit une estimation, il est pris au dépourvu parce que le prix est beaucoup trop bas. Il est impossible que Byron puisse faire un profit avec des chiffres comme ceux-ci, mais Byron dit que ce n'est pas un problème puisqu'il veut juste être utile au prince. Oui, Noah ne tombe pas dans le panneau. Il sait que les marchands ne donnent jamais rien gratuitement, donc il demande à Byron de sortir le grand jeu et de dire ce qu'il veut en échange. Byron est surpris que Noah en sache tant sur le fonctionnement des affaires alors qu'il est si jeune, mais puisque c'est le cas, il n'y a plus de raison de le cacher. Il parle du fait qu'il y a un processus de sélection pour le personnel du château, et il espérait que Noah pourrait tirer quelques ficelles pour qu'un des serviteurs de Byron soit embauché. De cette façon, si des affaires importantes devaient se passer dans les murs du château, Byron serait l'un des premiers à en entendre parler. Noah accepte les termes, et en signe de sincérité, Byron jure de soutenir pleinement Noah et Noah seul au sein de la famille royale. Gagner Byron comme subordonné a vraiment boosté ses statistiques,
Mais en vérifiant sa fenêtre de stats, il réalise que sa statistique de magie de l'eau vient de baisser d'un rang. Sa haute stat d'eau vient du territoire qu'il possède, donc cela doit signifier que quelque chose s'est mal passé à Almaria. Il se précipite immédiatement pour rencontrer son père et l'informer que quelque chose s'est produit à Almaria, et bien que le roi le croie, il demande à Noah comment il pourrait possiblement savoir cela. Noah ne peut pas exactement révéler son écran de stats, donc il garde sa réponse vague et dit qu'il a remarqué des signes depuis un moment maintenant. Cela satisfait apparemment la curiosité de l'empereur, et il parle ensuite de la situation, et c'est alors que Noah découvre qu'il y a une rébellion en cours là-bas. L'empereur demande à Noah s'il aimerait gérer l'affaire personnellement, mais après y avoir réfléchi, Noah dit qu'il ne veut pas le faire. La plupart des nobles sauteraient sur l'occasion de réclamer la gloire au combat, mais il croit qu'Henri serait un meilleur choix puisqu'il a plus d'expérience avec ce genre de situation. Plus tard cette nuit-là, Henri et Noah roulent ensemble dans un carrosse, et Henri lui demande s'il en est sûr puisque, avec la façon dont cette nation fonctionne, il aurait pu considérablement augmenter son statut en obtenant un grand accomplissement au combat. Noah explique qu'il n'est pas assez compétent pour être déployé dans une bataille, et même s'il trouvait un moyen de survivre, beaucoup de ses soldats mourraient probablement en vain, et c'est quelque chose qu'il aimerait éviter. Soudainement, Léviathan avertit Noah d'une intention hostile devant eux, donc il dit au conducteur d'arrêter le carrosse. Il sait que ce doit être les rebelles qui tentent de l'assassiner, et puisque c'est lui qu'il recherche, il part en courant pour s'éloigner le plus possible d'Henri. Juste à ce moment, 4 jets d'eau jaillissent du sol, et ils convergent tous sur Noah alors que les rebelles se montrent, mais Noah s'est défendu avec son bouclier, donc il va toujours parfaitement bien. Les rebelles essaient ensuite de sauter sur Noah, mais il est bien trop habile pour qu'ils puissent le gérer, donc Noah les maîtrise facilement tous en quelques secondes. Henri est émerveillé par la facilité avec laquelle Noah a pu maîtriser les rebelles, mais il pense que c'est dommage qu'il n'ait pas pu en interroger aucun puisqu'ils auraient pu obtenir des informations précieuses. C'est alors que Noah l'informe que les rebelles sont en fait toujours en vie. Tout ce qu'il a fait, c'est les assommer, donc Henri est libre de les interroger autant qu'il le veut. Plus tard, Noah avait entendu que les rebelles d'Almaria sont principalement constitués de cavalerie, mais Almaria n'a pas de ferme équestre, donc les rebelles doivent obtenir leurs chevaux et leurs fournitures de l'extérieur du territoire, et savoir cela a donné une idée à Noah. Il appelle Byron et lui ordonne d'acheter toute la nourriture pour chevaux dans les régions entourant Almaria. De cette façon, ils manqueront de nourriture pour leurs chevaux tôt ou tard, et cela devrait rendre beaucoup plus facile pour Henri d'éliminer la rébellion.